La BMW Z1 est une folie futuriste qui nous prouve que les Allemands aussi savent rigoler. Pourtant, cette Z1 là ne rigole pas du tout et cache sous sa robe innocente un moteur diabolique. Alors oui, je vais vous montrer les portières escamotables, mais il y a aussi plein d'autres détails insolites qui font de la Z1 la BMW la plus étonnante. Bonjour, ici Alex Wagner, ingénieur motoriste et heureux possesseur de cette machine à sensations. Dans ce nouvel épisode des BMistes, je vais non seulement vous partager des secrets d'initié de ce concept car immatriculé, je vais aussi vous expliquer comment et pourquoi j'ai augmenté et amplifié la mienne pour en faire une sorte de super Z1 bionique. J'ai dépensé dessus une somme inavouable, mais que je vais quand même vous avouer, parce qu'entre nous, on se dit tout. Alors prenez votre café et calez-vous bien, parce que vous allez voir, la Z1 se décoiffe, et surtout celle-ci, motorisée par Satan. Écoutez. Oh putain. Ah oui, c'est du rodéo. Wow. Là, je dois rester avec un filet de gaz dans le virage. Cette Z1 était pour moi un gros investissement, donc comme avec mes clients, je suis allé l'inspecter par rapport à ma checklist de 200 points pour pouvoir savoir exactement son état et pouvoir mieux négocier le prix. Pour la partie administrative, j'ai tapé le numéro de châssis dans Car Vertical et instantanément, Car Vertical a vérifié l'auto par rapport à leur vaste base de données mondiale. Quelques secondes plus tard, j'ai téléchargé le rapport complet qui m'a indiqué que le kilométrage était authentique, qu'elle n'avait jamais été déclarée volée ou accidentée et qu'elle était allemande d'origine, importée en Belgique une fois, le pays là où je l'ai acheté. Si jamais il y avait eu une mauvaise surprise, j'aurais pu éliminer celle-ci de ma recherche, donc c'est une vérification indispensable. Pour vérifier vous-même une voiture, cliquez sur le lien dans la description. En plus, avec mon code LB, les BMistes ont actuellement droit à moins 20%. De rien. Alors je suis un peu triste parce que je vends ma Z1. D'un autre côté, c'est pour un heureux événement puisque ma femme attend un enfant, notre troisième, et donc j'ai décidé d'avoir moins d'argent investi dans des jouets. Si elle est encore dispo à la vente au moment de la publication, je mettrai un lien dans la description pour que vous voyez l'annonce. Initialement, la Z1 n'était qu'un concept car non destiné à la production. Présentée en 86 au salon de Francfort, la Z1 était la création de la toute nouvelle division BMW Technique, filiale de BMW chargée de rajeunir la marque et de fixer des tendances d'avenir. Leur premier projet s'intitule Liberté sur 4 roues et devient la Z1. Z pour Zukunft, futur en allemand. Quand on voit la vision du futur qu'ils avaient en 86 et leur style vestimentaire, c'est à se demander s'ils n'ont pas correctement prédit une pandémie mondiale. La Z1 est importante parce qu'elle marque le retour de BMW aux carrosseries Roadster que la marque avait abandonnées depuis la belle 507 des années 50. Dès sa présentation, la Z1 remporte un tel succès que le public réussit à convaincre la direction BMW d'en produire une petite série assemblée complètement à la main avec des techniques d'avant-garde dont je vais vous parler dans un instant. Il y en aura finalement 8000 de produites sur les 3 années entre 88 et 91, malgré un tarif piquant aligné sur la grosse berline série 7 ou alors la Porsche 911, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de 100 000 €. La Z1 sera succédée par la Z3 puis la Z4, des roadsters finalement beaucoup plus classiques. Alors je ne vais pas vous faire attendre parce que ce qui fait la légende de la Z1, ce sont ses portières. On a déjà vu des portes papillons, des portes en ciseaux, des portes en élytre, des portes Falcon, des portes suicides et même des portes qui embarquent une partie du toit. Mais il n'y a qu'une seule voiture au monde qui a des portes escamotables, c'est la Z1. Je vous montre. Quand on arrive à une Z1, on croirait qu'il faut actionner la portière ici, avec cette poignée. Mais non, en fait, c'est juste un effet de style. Un voleur ne devinerait jamais, mais pour descendre la portière d'une Z1, faut appuyer sur le barillet de la serrure. Et là, la portière disparaît avec sa vitre dans le bas de caisse. Ensuite, pour monter dans la Z1, il y a une technique. Alors, vaut mieux pas porter une robe ou une jupe parce que faut enjamber le large bas de caisse, s'agripper sur l'arceau, ensuite descendre ses fesses et relever sa jambe en faisant attention de ne pas accrocher le cuir. Et voilà, on y est. Pour refermer la porte, c'est marrant, il y a une petite poignée à l'intérieur qui actionne un micro-switch, voilà, un contacteur qui fait que la portière et la vitre se relèvent. Maintenant, si je veux, je peux baisser la vitre. Voilà. Et pour ressortir, on actionne la même poignée à l'intérieur. La vitre descend. On peut mettre tout son poids sur cet arceau. Regardez, si je veux, je peux faire des tractions sans problème. C'est fait pour supporter le poids de la voiture en cas de retournement. Donc on prend appui dessus, on se soulève. Il faut être un minimum athlétique. C'est pas à 80 ans qu'on a une Z1. Et voilà, on s'extrait. Et quand on vient chercher madame et qu'on veut faire preuve de galanterie, il n'y a même pas besoin de descendre de la voiture. On peut l'ouvrir
depuis l'intérieur et madame peut monter. Avec la Z1, je me suis jamais autant amusé dans les embouteillages à observer les regards médusés des autres automobilistes qui se demandent où sont parties mes portes. Oui, on a le droit de rouler portière baissée avec une Z1, donc la police ne pourra rien vous dire. Et oui, c'est vrai, on peut vraiment conduire une Z1 les portes ouvertes. Et pour votre passager, c'est super cool aussi. Ma femme régulièrement se fait trimballer comme ça, les pieds à l'air, c'est délire. Une contrainte, cela dit. J'ai jamais eu de problème avec les portières, mais d'après mon spécialiste BMW, elles sont très difficiles à régler, donc coûteuses en temps, parce que c'est un mécanisme avec des petites courroies. Je rigole à moitié, mais en achetant une Z1, plutôt que de regarder le kilométrage, il faut demander au propriétaire combien de fois il a actionné ses portières. Les portes coulissantes de la Z1 ont des implications. D'abord, le rétroviseur extérieur. On ne peut pas l'attacher à la portière, sinon il coulisserait et disparaîtrait de notre vue. Donc il est attaché au pilier du pare-brise, comme sur la première génération de Testarossa, la Mono Specchio. Et aussi le prototype de la McLaren F1, présenté au début des années 90. Pareil pour le trou de serrure, qui est déporté de la portière à l'aile arrière. Depuis l'intérieur, les contreportes de la Z1 sont parfaitement lisses parce qu'on ne peut rien y loger. Du coup, les interrupteurs de lève-glace se retrouvent sur la console centrale, ce qui n'est pas si étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est la petite console pour ajuster électriquement les rétroviseurs. Elle est déportée à un endroit caché, sous le bloc chauffage. Si on ne savait pas qu'il était là, on ne le trouverait jamais. Ensuite, comme il n'y a aucun rangement dans les contreportes, et il n'y a même pas de boîte à gants, le seul rangement, c'est un compartiment secret logé derrière le siège passager. J'imagine un peu la scène si on se fait arrêter par les gendarmes. Monsieur, papier du véhicule. Oui, attendez, je manœuvre le siège passager pour accéder au compartiment de rangement. Pas très pratique. Dernier détail, et pas des moindres, qu'est-ce qui se passe si vous avez votre Z1 garé au parking, capote fermée, portière montée, vous arrivez et vous apercevez que vous avez laissé les phares allumés, ça m'est arrivé une fois. Du coup, vous ne pouvez pas baisser les portières puisqu'elles sont électriques. Alors, comment on fait ? Alors j'étais un peu en panique, mais j'ai téléchargé le manuel d'utilisateur et là j'ai appris qu'il y a une manœuvre spéciale qu'on peut faire avec la clé dans le barillet. C'est une certaine séquence de rotation qu'on fait et ça défait la portière qui ensuite par gravitation on peut la pousser dans son logement, dans le bas de caisse et accéder à la voiture et du coup recharger la batterie par des câbles parce que la batterie elle est logée dans un compartiment secret derrière le siège conducteur. C'est vraiment un concept car immatriculé ce truc. Si vous aimez me voir commenter les petits détails insolites de voitures passionnantes, alors abonnez-vous parce que chaque vidéo contient des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce qui marque en premier avec la Z1, c'est sa compacité. Elle mesure que 3,90 m, c'est-à-dire à peu près comme une petite citadine. Dessinée par Harm Lagay, le designer néerlandais, son dessin est épuré, élégant, intemporel. Après la Z1, Lagay est passé chez Porsche, où il a dessiné des modèles très importants, comme la 996, le premier Boxster 986, le Cayenne et la Carrera GT. Parmi mes détails préférés, il y a la calandre et ces petits haricots finement intégrés dans le bouclier avant qui me font penser à la BMW M1 des années 70. Ensuite, dans un style très années 80, on a cette forme sur les ailes avant et arrière. Je ne sais plus comment on appelle ça en français, ce sont des box flares. Vous savez, comme l'Audi Quattro des années 80, l'ancien Delta intégral, et chez BMW, bien sûr la M3, et ensuite la série 8 E31. Détail technique intéressant, les panneaux de carrosserie sont dans une matière synthétique souple, donc on peut les déformer un peu, ce qui fait qu'ils résistent au choc, en plus d'être très légers évidemment. Le problème, c'est qu'il y a 3 différentes souplesses de panneaux de carrosserie sur la Z1. Donc ça veut dire qu'il y a 3 types de peinture adaptées à ces souplesses différentes. Donc si vous avez un petit choc, votre carrossier va galérer. La Z1 était disponible dans 4 plus 1 couleurs. Ce vert, un noir, un rouge, un jaune clair et, dans sa dernière année, un joli bleu. L'idée annoncée par BMW, c'est qu'on pouvait changer la couleur de sa Z1 quasiment comme on change la couleur de sa chemise. Il suffisait de commander un jeu de panneaux d'une autre couleur et d'après BMW, en 45 minutes avec seulement un tournevis, on pouvait changer tous les panneaux de carrosserie. Alors peut-être qu'un caricatural ingénieur allemand redoutablement efficace y arriverait, mais peut-être qu'un Français avec son saucisson et son ballon de rouge mettrait plus de temps. L'émission Wheeler Dealer a tenté l'expérience et ils ont mis 6 heures.
Alors l'avantage évident des panneaux synthétiques, c'est qu'ils ne rouillent pas. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'avec le temps, ils peuvent commencer à craquer. Je vais vous montrer comment on actionne la capote. C'est très simple, elle est manuelle, donc elle ne peut pas tomber en panne. Il y a un petit levier ici qui défait le couvre-tonneau. Après, il y a un petit levier de sécurité et on peut soulever le tonneau. Ensuite, on relève à la main la capote, qui n'est pas trop lourde. On soulève la lunette arrière, on repose le couvre-tonneau. On remet la lunette arrière, on remet l'avant en place comme ça, et ensuite il y a deux loquets sur le pare-brise qui s'actionnent depuis l'extérieur, et nous voilà avec la Z1 capotée. En plus, c'est une capote qui ne fait pas trop de bruit sur autoroute, et on peut rouler capote fermée, portière baissée, et ça fait une autre config intéressante, soit s'il y a un peu de pluie, ou alors s'il y a beaucoup trop de soleil. Autre avantage, si on n'arrive pas à voyager léger, parce que regardez, le coffre est vraiment tout petit, et ben on peut utiliser le logement de la capote pour mettre des bagages additionnels. Alors l'inconvénient, c'est que capote en place, c'est un jeu de contorsion pour s'extraire de l'habitacle de la Z1. On y arrive. Maintenant, je vais vous montrer le moteur. On ouvre le capot ici, et on va pour l'ouvrir, et qu'est-ce qui se passe? Il ne s'ouvre pas plus que ça? Non, non. C'est un capot à ouverture antagonique qui s'ouvre, comme beaucoup de BMW à l'époque, dans le sens inverse. Première chose qu'on remarque en ouvrant le capot, c'est à quel point la position du moteur est en arrière. C'est un placement central avant, c'est-à-dire que quasiment tout le moteur est en arrière de l'axe de l'essieu avant. Ça favorise une répartition des masses idéale, quasiment 50-50. Alors d'origine, ce moteur porte le code M20 B25. Le M20, c'est le petit 6 cylindres chez BMW dans les années 80. Le B25 désigne la cylindrée de 2,5 litres. C'est ni plus ni moins la mécanique issue de la 325i de la série 3 E30. L'inconvénient, c'est qu'avec 170 chevaux, c'est un petit peu juste pour une voiture qui se veut sportive, avec un 0 à 100 en 7 secondes 5, ce qui déjà dans les années 80 était un peu juste, surtout que la suspension est issue de la série 3 E36 qui est venue plus tard, et donc elle était très compétente et pouvait accepter beaucoup plus de puissance. Ce qui m'amène naturellement à la préparation que j'ai fait faire à ce moteur. Alors la logique un peu masculine que j'ai utilisée pour me justifier de telles dépenses, c'était la suivante. La Z1 est disponible pour à peu près 40-45 000 euros sur le marché de l'occasion. Alors, en même temps c'est beaucoup d'argent, et en même temps je trouve ça relativement peu par rapport à celle qui lui a fourni sa mécanique de base, la 325i E30, en version cabriolet, en parfait état, ça se touche à 30 000 euros aujourd'hui. Celle-ci fait 10-15 000 euros de plus, mais comparez la rareté. La Z1 a été produite à seulement 8 000 exemplaires versus la E30 cabriolet à 140 000 exemplaires. En plus, avec la Z1, on a un concept car roulant, alors qu'avec une E30 cabriolet, c'est joli, mais c'est pas si spécial que ça. Mais il y a une raison qui fait que la Z1 est relativement abordable, c'est que même dans les essais d'époque, je m'en souviens, en 88, j'avais 15 ans, elle était critiquée parce que les performances étaient trop justes et en plus elle avait des rapports de boîte trop longs. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger ces défauts et faire une sorte de super Z1 parfaite? Je venais de vendre ma Porsche 993 C2 cabriolet pour à peu près 65 000 euros et je me suis dit qu'en rajoutant 20 000 euros sur une Z1, on aurait une voiture qui serait encore mieux qu'une 993 cabriolet. Alors ça c'est la théorie, parce que comme tout grand chantier, les délais se sont rallongés, la voiture a été immobilisée 18 mois et le budget a explosé, parce que tant qu'on y était, on a fait pas mal d'autres trucs dessus. Au lieu de dépenser 20 000, j'ai dépensé quasiment 40 000 dessus, en plus du prix d'achat. C'est un peu excessif. Il faut dire qu'on n'a pas fait les choses à moitié. C'est pas un bricolage improvisé. Ça a été fait par Munich Icons, le spécialiste en Belgique des BMW classiques, qui s'est occupé de faire une préparation complète et homogène. Tout a été repensé, moteur, transmission, train roulant, suspension, frein. Et Munich Icons a signé sa création avec une plaque numérotée montée sur la console centrale qui dit BMW Z1 Remastered. C'est-à-dire qu'on a là un véritable resto mode, c'est-à-dire une voiture restaurée et modifiée avec des performances au goût du jour. Alors au lieu des 170 chevaux d'origine, on a ici 230 à 240 chevaux, soit une hausse de à peu près 35 à 40% quand même. Alors comment on y arrive? Il y a d'abord la cylindrée.
Ce moteur s'appelle maintenant un M20 B31, oui 3 litres 1 de cylindrée, obtenu par un gros alésage et un vilebrequin à longue course. Tout l'attelage mobile a été travaillé, on a des pistons forgés, des bielles allégées, un volant moteur allégé. Le moteur a des gros poumons. Il respire par une admission haut débit qui alimente une culasse avec des conduits qui ont été creusés, retravaillés, avec des grosses soupapes. Et niveau échappement, on a un collecteur magnifique qui alimente une ligne inox complète. Plus d'air permet plus d'essence, donc on a des injecteurs majorés et tout ça contrôlé par un contrôle moteur moderne. On va voir dans un instant ce que ça donne sur la route. Pour être cohérent avec le moteur, on a un embrayage plus ferme Sachs Sport. La boîte de vitesse est inchangée parce qu'elle arrive à gérer le couple. Le pont, par contre, a été raccourci pour plus de peps. La suspension a des ressorts plus fermes et des amortisseurs Bilstein. La crémaillère de direction est plus directe. Les cils en bloc sont un peu plus fermes pour un comportement plus précis. Et évidemment, le freinage a été largement majoré puisqu'il est issu d'une série 5 E34 540i, la version V8. La taille généreuse des disques avant ont nécessité de monter ces jantes Hardgue, toujours en 16 pouces, parce que les jantes d'origine n'avaient pas tout à fait la place pour les gros disques. Bienvenue à bord du futur, ou du moins une vision années 80 du futur. La première chose qu'on remarque, ce sont ces sièges très enveloppants, uniques à la Z1, avec leur coque couleur carrosserie à l'arrière. Ensuite, on a des très belles finitions. Tout est recouvert de cuir surpiqué, c'est très joli. On n'a aucune distraction. On a simplement un poste de conduite germanique, c'est-à-dire efficace. Évidemment, il n'y a aucune trace d'un écran, ni même un ordinateur de bord. On est là pour conduire. Sous la petite casquette, on a 4 petits compteurs, et c'est marrant parce que on croirait que les 2 compteurs centraux pour la vitesse et le régime moteur sont de la même taille, mais en fait, le régime moteur est un petit peu plus petit et ressort un peu plus, et globalement, on a une impression de compteur de moto. Ce qui colle bien avec le concept de liberté sur 4 roues. Sur la console centrale, on retrouve les molettes de chauffage de la E30, donc on n'est pas dépaysé. Comme toutes les BMW de cette époque, si on a de la buée sur le pare-brise, il n'y a pas un seul bouton qu'on peut appuyer. En fait, il y a un petit pictogramme qui dit ce qu'on doit faire avec les différentes molettes pour désembuer l'habitacle. Donc le premier slider, on le met à droite, les 2 suivants, on les met à gauche, et les 2 molettes rotatives, on les met complètement à droite. Pour allumer les phares, on a un commodo particulier, c'est ce bouton rond, on doit le tirer une fois pour enclencher les feux de position, une deuxième fois pour les feux de route. Détail amusant, comme on n'a pas de plafonnier, la lampe de lecture est logée entre les 2 sièges. J'ai jamais vu ça ailleurs. Bon, assez parlé, le moment est venu de faire l'essai dynamique de cette Franken Z1. C'est parti. Alors tant pis pour les courants d'air, on commence porte ouverte. Et là tout de suite je me remémore la première impression quand il y a 2 ans et demi je suis allé conduire cette voiture, l'essayer pour la première fois. On est bombardé de sensations, c'est très étrange cette sensation de pouvoir toucher la route, c'est spectaculaire. Même quand on roule doucement, on a une impression de vitesse. Au préalable de l'essai de la Z1, j'étais d'abord allé essayer une Z3M Roadster parce que je voulais pas faire de bêtises, et même après une Z3M Roadster qui pourtant est connue pour être un truc assez tonitruant, et la Z1 d'origine m'a bluffé, m'a bombardé de sensations, j'ai trouvé ça fabuleux. Je me sens exposé aux éléments, il y a vraiment ce côté moto à 4 roues. Je vais inverser ma casquette parce que sinon je vais la perdre. Ouais, c'est une machine à sensations. Je suis en train de me traîner à 40 à l'heure et c'est revigorant. C'est un truc de fou. Alors on fait chauffer gentiment la mécanique. La Z1 me fait un peu penser à, vous savez, la Citroën Méhari, ce classique utilisé dans les résidences secondaires à la plage. Sauf que la Z1, même d'origine, a beaucoup plus de performance, beaucoup plus de rigueur de comportement, évidemment, qu'une Citroën Méhari. Mais il y a tout le côté fun de rouler sans les portières. Alors quand on la regarde, la Z1, tellement compacte, a l'air très légère. En réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Elle pèse 1250 kg, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose que la Porsche 911 de la même époque, les années 80. Mais c'est pas toute l'histoire, parce que la base de construction
est très légère. Et à partir de cette base très légère, il y a des renforts en acier qui ont été apportés à la caisse pour la rigidifier, pour qu'elle ait un comportement un minimum rigoureux. Et sur ce point, c'est réussi. Parce que vous savez, souvent, les voitures décapotables se plient un peu dans tous les sens, parce qu'on n'a pas de toiture. Mais imaginez, quand vous enlevez les portières, c'est encore pire. Mais là, en réalité, avec la Z1, alors oui, c'est pas aussi rigide qu'un coupé, mais ça a à peu près la même rigidité que, je sais pas, un cabriolet habituel. C'est pas moins rigide. Donc je suis content qu'ils aient mis ces renforts en acier, quitte à gréver un peu le poids. Il est vrai qu'avec la mécanique d'origine, 170 chevaux, j'ai trouvé ça un petit peu juste. Mais moi je voulais, pour remplacer ma 993, la Z1 Ultime, une Z1 Monsieur Plus. Et on va laisser chauffer le moteur et je vais vous montrer ce que ça donne. On dit souvent qu'on reconnaît une excellente sportive à son toucher de route. On peut dire qu'avec la Z1, on a le toucher de route ultime parce que regardez, je me penche et je peux toucher le tarmac et ressentir les aspérités. Alors, non, blague à part. Le toucher de route par le volant, il est bien. Je dirais que c'est du 6 sur 10. 7 sur 10 peut-être, comme souvent le cas chez BMW. On n'a pas le même toucher de route qu'on peut avoir dans la plupart des Porsche. Alors c'est sûr qu'avec sa suspension d'origine, quand j'attaquais sur des routes de campagne, elle commençait à se vautrer un peu, ce qui n'est pas du tout le cas de ce châssis-là, qui est monté un peu plus raide, un peu plus ferme, mais qui pourtant, là je suis dans un village avec un revêtement dégradé, c'est pas du tout tape-cul, on a de la souplesse, c'est pas sec, donc non, je dirais que c'est bien jaugé comme compromis. Au niveau du poids des commandes, alors ce qui est souvent bien chez BMW, c'est qu'on a une homogénéité des commandes. Et c'est vrai avec la Z1, c'est un peu moins vrai avec cette version préparée, parce qu'avec l'embrayage Sachs Sport, en ville, il est très lourd dans les embouteillages. Par contre, dès qu'on est en train de rouler, c'est quelque chose d'assez naturel. Je dirais que c'est comparable à une Porsche GT3, l'embrayage. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à ma GT3 RS. Écoutez, si je m'arrête, alors je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais j'entends les engrenages de boîte. Quand j'appuie sur l'embrayage, on ne les entend plus. Quand je relâche l'embrayage, on entend les engrenages. Ça, c'est parce qu'on a un volant moteur allégé, et ce qui permet des montées en régime tonitruantes. Écoutez. Bon, je vais sortir de ce village avant de réveiller tout le monde. On a vraiment un petit côté carte avec la crémaillère de direction directe, c'est super agréable. Le prix à payer pour cette crémaillère directe, c'est qu'on a une tenue de cap sur autoroute qui est, alors elle est ok, hein, mais c'est perfectible. Ça veut dire que quand on file droit, on doit parfois mettre un petit coup de 1 mm ou 2 à droite ou à gauche pour maintenir le cap. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, quand j'ouvre partiellement les gaz, on a un bruit de succion, d'aspiration, il y a le moteur qui fait. C'est franchement assez sexuel comme son. Alors maintenant, ça fait un bout de temps que je roule, le moteur est chaud. On est à 3000 tours en seconde. Oh putain! Ah oui, c'est du rodéo. À 3000 tours, en fait, ça part déjà fort. Et ensuite, la puissance arrive comme une avalanche à 4000 tours. Je vais le refaire. Troisième, seconde. Allez, vous avez entendu comme le moteur est vif. Quand je rétrograde comme ça c'est le volant moteur allégé et c'est tout l'équipage mobile allégé. Alors on est à 3000 tours, quand on va atteindre 4000, ça va exploser. Voilà, ça explose, je suis collé au siège et ça tire jusqu'à 6000. Wow. Oh, oh. Eh bien, c'est spectaculaire, j'ai l'impression d'être tout de suite à genre 150 alors qu'on respectait la limitation de la vitesse. C'est super avec cette voiture, c'est que à cette époque où il y a de comment on dit, j'en perds ma tête, où il y a de les flics, les gendarmes, où il y a de la répréhension routière, et on peut se faire plaisir dans une usine à sensations sans rouler trop vite. Et on a un ouragan là. Je sais que quand je mets un short, le short menace de remonter complètement.
et on rétrograde mon talon pointe. Le moteur est vif. Oh là 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 là. On reste en seconde pour repartir sur le coup. Ça aspire et ça part. Wow. Alors là, j'arrive à un rond-point. On va faire travailler un petit peu le châssis. Voilà. Ouais, ça se vautre pas, c'est rigoureux. Et putain, ça part comme une balle. Je vais peut-être lever un peu les portières parce que sinon j'ai peur qu'il y ait vraiment trop de vent pour vous. Alors voilà, on lève la portière passager aussi. On va lever même les vitres. Et là, vous entendez tout de suite, l'ambiance change. Ça devient beaucoup plus feutré. En plus, on a un coupe-vent. Donc même en croisière à 130 sur autoroute, il n'y a pas de bruit de vent particulier. Voyons ce que donne le bruit, portière et vitres levées. On rétrograde en 3. Ouais, on va rester en 3. Et on allonge 4000. Ça pousse fort, putain, ça rase. Faut que je tienne le volant des deux mains parce que sinon, avec l'empattement court, c'est du rodéo. Alors oui, la suspension de la série 3 E36, elle est compétente, mais là, on lui met vraiment ce qu'il lui faut en termes de couple et de puissance. Cette sonorité, on arrive dans une partie plus sinueuse. Ouais, la direction est vraiment vive, la voiture prend bien des appuis, elle amortit bien les aspérités. Wow, là je dois rester avec un filet de gaz dans le virage. Oh là là, mais même les portières fermées, comme on a une super adéquation entre la suspension qui est compétente et le moteur qui apporte du fil à retordre à cette suspension, bah, y a vraiment de quoi s'amuser. C'est super, j'adore. Bon, je vais prendre un peu de temps pour décompresser parce que j'ai le cœur qui bat à 130 là. Je vous emmène un peu sur autoroute parce que je vais vous montrer la différence entre portière et vitres levées et portière et vitres baissées. Là on est à 130. Alors je vais retirer ma casquette et mes lunettes parce que je sais d'expérience que ça va être un tel orage ici que je risque de tout perdre, y compris mes lunettes. Alors voilà, je baisse le côté passager, je baisse le côté conducteur. Et là, bah, vous voyez le problème. Je pense que vous ne m'entendez plus. Regardez-moi mes cheveux, parle pour moi. Alors, c'est super drôle et quand c'est la canicule, bah, c'est la garantie de ne pas avoir trop chaud. Oh putain. Bon, je vais relever tout. Côté passager, côté conducteur. Et là, un calme relatif revient. Je peux remettre ma casquette, bon quand même à l'envers parce que si je la mets à l'endroit il risque de s'envoler, et je peux porter mes lunettes et on peut discuter de façon sereine. Maintenant, mon aventure avec cette Z1 n'a pas été de tout repos. Je suis assez saoulé. Et de retour chez Munich Icons, il faut que je me fasse dépanner. Une opportunité de cultiver ma patience et mon équanimité. Vous allez voir que tout se passe pas vraiment comme prévu, avec pas moins de 2 pannes sur le retour. Est-ce que vous entendez que ça tout saute quand je réaccélère? Faut que j'appelle Munich Icons. Je suis un peu saoulé. On n'a pas réussi à réparer la Z1. Délai dépassé, budget explosé, premier moteur cassé. Pour tout savoir, regardez ma récente vidéo vlog dans laquelle je vous emmène avec moi pour aller collecter l'auto chez Munich Icons.